Bonjour les spé. Dernier chapitre de spé. Les diabètes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le diabète, c'est l'une des maladies qui va toucher quand même pas mal de monde. On estime que 3,5% de la population française est atteinte de diabète. Et que ça va se manifester par ce qu'on appelle une hyperglycémie dans le sang. C'est-à-dire qu'on va retrouver une quantité de sucre dans le sang beaucoup trop élevée par rapport à la valeur habituelle qui est de 1 gramme par litre. Alors, il existe deux grands types de diabète. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Dans tous les cas, ils vont être au départ diagnostiqués de la même manière. C'est-à-dire qu'on va estimer qu'une personne à jeun qui fait une prise de sang et qui a une glycémie qui est supérieure à 2 grammes par litre, ou alors 2 glycémies consécutives à jeun toujours supérieures à 1,26 g par litre, est atteint de diabète. La glycémie, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, ne doit pas vraiment varier de 1 g par litre de sang. Pour cela, on a le pancréas qui régule cette glycémie et qui permet soit du coup d'envoyer de l'insuline s'il y a une quantité de sucre dans le sang trop élevée, ou du glucagon, à contrario, si la quantité de sang est trop faible. On a forcément du coup un dysfonctionnement au niveau soit du pancréas, soit des récepteurs cellulaires, des hépatocytes, des cellules musculaires et des adipocytes, pour qu'on ait une augmentation du taux de sucre à l'intérieur du sang, et donc, pour le coup, qu'on ait du mal à stocker le sucre. Le premier cas qu'on va voir, ce sera le diabète de type 1, même si c'est pas du tout celui qui est le plus prépondérant sur Terre. Sur Terre, 90% des diabétiques sont de diabète de type 2. On va commencer donc très simplement par les symptômes du diabète de type 1. Le diabète de type 1, on le diagnostique généralement avant 20 ans, on va dire grand maximum avant 30 ans, et il a des symptômes qui sont ce qu'ils sont, mais surtout qui sont extrêmement reconnaissables. La première chose, c'est une soif intense. On boit plusieurs litres d'eau par jour, ce qui s'accompagne du coup d'une envie d'uriner et donc d'une quantité d'urine énorme, qu'on appelle une polyurie. Les individus qui sont atteints de diabète de type 1 vont manger de manière excessive alors qu'ils vont continuer à maigrir. Si je ne stocke pas le sucre, je ne peux pas du coup ni produire, ni les muscles ne peuvent pas, clairement, ne sont pas assez nourris pour pouvoir fonctionner, et je ne peux pas stocker de la graisse. Ce qui entraîne généralement des fatigues, des somnolences qui peuvent amener à un coma diabétique, c'est-à-dire un coma qui est lié à une trop grande quantité de sucre dans le sang. Le dernier symptôme, et pas des moindres, c'est du sucre dans les urines. On va retrouver effectivement une urine qui contient du sucre. À l'époque d'ailleurs, les premiers médecins devaient faire des goûter, avant que le glucotest existe, les médecins goûtaient l'urine des patients pour déterminer s'il y avait ou non du sucre à l'intérieur. Le diabète de type 1, comme on l'a déjà vu, c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. C'est une maladie qui fondamentalement n'est issue que de nous-mêmes. C'est-à-dire que certaines populations de lymphocytes vont reconnaître préférentiellement les cellules bêta des îlots de Langerhans à l'intérieur du pancréas et vont du coup réagir de manière immunitaire et détruire petit à petit la totalité des cellules bêta des îlots de Langerhans. Sachant que les cellules bêta produisent de l'insuline, vous vous doutez bien que si je n'ai plus les cellules qui produisent de l'insuline, du coup je ne produis plus d'insuline. C'est pour ça qu'on dit que ce diabète est insulino-dépendant. Une personne atteinte du diabète de type 1 devra jouer le rôle de son pancréas. Et donc, soit lorsque il est en hypoglycémie, ingérer du sucre, et lorsqu'il est en hyperglycémie, bien entendu, il va devoir s'injecter de l'insuline. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi on va atteindre des comas quand on a trop de glucose dans le sang. C'est parce que, très simplement, les cellules qui sont censées dégrader les lipides, les protéines, les cellules qui sont censées se dégrader du sucre pour se procurer de l'énergie vont dégrader autre chose. Les graisses, les protéines qu'ils trouvent, n'importe quoi pour essayer de produire un petit peu d'énergie et fonctionner. Le problème, c'est que ça va créer, toutes ces réactions chimiques vont créer
vont produire des molécules qu'on appelle des corps cétoniques et qui sont extrêmement toxiques pour nous. D'où le coma qui engendre la mort. Le diabète de type 2, lui, il est un peu plus pernicieux parce qu'il est vraiment lié à notre mode de vie. Alors, pour ce cours, je vous fournirai des photos du livre de SPE pour que vous puissiez suivre certains documents, notamment le document... Notamment le document A, page 204, et aussi le document 2, le document B, page 205. Du coup, le diabète de type 2, lui déjà, il ne touche pas exactement le même type de population. On va parler déjà de diabète de type 2 quand on a passé l'âge de 50 ans. Passé 50 ans, si on se retrouve pareil avec une glycémie qui est au-dessus de 2 grammes par litre à jeun, ou 2 glycémies consécutives au-dessus de 1,6 g par litre, à jeun toujours, on est atteint de diabète. Ce diabète-là n'est pas insulinodépendant, ça ne sert à rien de donner de l'insuline pour la plupart. Certains cas peuvent être exceptionnels, mais ça ne sert à rien de donner de l'insuline pour les diabètes de type 2. Il va falloir, du coup, avoir un équilibre alimentaire qui va être un petit peu différent. Le régime alimentaire va devoir changer, l'apport en sucre doit être nul. C'est-à-dire que toute nourriture qui est apportée à l'intérieur de l'organisme doit être dépourvue, globalement, de sucre ou avoir un indice qu'on appelle l'indice glycémique assez bas. Alors, généralement, une personne âgée de plus de 50 ans, qui se retrouve en surpoids ou en cadre d'obésité, qui est une personne sédentaire qui fait peu de sport, peut bien sûr développer le diabète de type 2. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le diabète qui est le plus prépondérant aujourd'hui dans nos sociétés, parce que la société qu'on a aujourd'hui est une société qui pousse à la consommation. Vous avez vu le nombre de fast-food qu'on a. Manger gras et sucré, c'est facile, ça coûte pas cher. Et le cerveau, il apprécie plutôt, je vous rappelle que le cerveau, il aime, d'accord, que vous lui donniez du gras et du sucre, du coup, il vous invite à continuer à vous nourrir de cette manière. Le corps, lui, il n'est pas hyper au taquet en vrai. Pas hyper au taquet. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Au départ, l'insuline est produite, mais elle ne fonctionne pas. Elle ne se fixe pas, ou elle ne peut pas se fixer, ce qui fait que le sucre qui est en trop dans le sang ne peut pas être stocké. C'est impossible, vous vous doutez bien. Du coup, il continue à produire de plus en plus d'insuline, parce que ça ne marche pas, mais l'insuline, plus elle est produite, moins elle est efficace. C'est le serpent qui se mord la queue, d'accord? Donc, on arrive à un stade où les cellules bêta, elles vont finir par de moins en moins fonctionner, elles vont finir par diminuer en nombre, et pareil, on aura du coup une diminution de la production d'insuline. Il faut séparer diabète de type 2 et ce qu'on appelle intolérance au glucose. Les intolérants au glucose, ce sont des personnes, d'accord, qui vont avoir ce qu'on appelle des hyperglycémies modérées. Ils vont être en hyperglycémie, mais pas de manière intense, d'accord. On parlera plutôt d'intolérance au glucose. Maintenant, c'est quasiment le même type que les diabètes de type 2, c'est-à-dire que pour le soigner, on va passer par un régime alimentaire strict qui va limiter l'apport en glucose à l'intérieur du corps, ce qui est d'ailleurs plutôt logique, vous vous doutez bien. Ce qui va nous intéresser maintenant, ce sont les facteurs de déclenchement d'un diabète. Il en existe deux. Facteurs d'une part génétiques et d'autre part environnemental. On va passer d'abord sur le fait, on va d'abord commencer par le diabète de type 1, facteur génétique, facteur environnemental, et diabète de type 2, facteur génétique, facteur environnemental. Donc pour le diabète de type 1, des études ont été faites sur des protéines qu'on appelle HLA, certains gènes du groupe HLA, certains gènes du groupe HLA, qui encodent pour le CMH de l'individu. Il est possible que, par exemple, une petite modification de ces gènes entraîne une petite modification du CMH qui serait plus ou moins bien reconnue ou pourrait être considérée sur certaines cellules comme étant un antigène. En tout cas, on imagine bien que génétiquement il doit y avoir un problème pour pouvoir créer des clones de lymphocytes qui sont immunocompétents pour une cellule qui est directement du corps. Ce qui est déjà quand même tout à fait compliqué. Au niveau du facteur environnemental, rien n'est sûr. Des études sont faites, je veux dire, il y a des études qui sont faites, il y en a qui pensent potentiellement
que ça pourrait être en lien avec une alimentation pendant la phase du nourrisson au lait de vache, que ça pourrait être aussi en lien avec une infection virale qui aurait pu arriver à un moment. Par exemple, une infection virale qui aurait des antigènes qui sont très proches, très très proches d'un motif moléculaire des cellules bêta. Bon, pour l'instant, c'est en cours d'étude. Pour le diabète de type 2, en revanche, on va trouver des facteurs génétiques, sauf que là, il y a plein de gènes qui vont être impliqués. Et du coup, le problème des facteurs génétiques du diabète de type 2, on va prendre un peu ce qu'on appelle le gène de l'épargne, par exemple, le fait que certains individus issus de populations qui ont subi des famines, notamment par exemple les Indiens d'Amérique, avec l'exemple magnifique des Indiens Pima, qui sont passés donc de moments où il y avait très peu à manger à, aux États-Unis, une ouverture de la nourriture et une consommation à outrance de grandes quantités de nourriture. Ces Indiens-là sont énormément atteints de diabète de type 2 parce que le fait qu'ils aient un gène qu'on appelle le gène de l'épargne fait que dès qu'ils ingèrent un truc un peu sucré, paf, ils le stockent, et ainsi de suite. Ce qui est un petit peu complexe. Mais plein d'autres gènes peuvent jouer sur le fait de plus stocker la nourriture, de plus stocker le sucre que d'autres. Et donc si je stocke plus de sucre que d'autres, et ben mes récepteurs sont souvent sollicités, d'accord ? Les récepteurs des hépatocytes, des cellules musculaires et des adipocytes vont être très souvent sollicités, ce qui peut amener à un moment à une non-reconnaissance de l'insuline par ces récepteurs. Le plus intéressant avec le diabète de type 2, c'est les facteurs environnementaux. Ça par contre, on est sûr et certain que développer un diabète de type 2, ça nous indique d'une part qu'on a une alimentation qui est trop riche en sucre, trop riche en gras, qu'on élimine très peu du coup ce sucre et ce gras par les exercices physiques, ou par ne serait-ce même que ne pas se déplacer tout le temps en voiture, avoir un déplacement qui va inclure de la marche, c'est-à-dire vraiment aucun exercice physique. On est vraiment sur ce qu'on appelle de la sédentarité, des personnes qui bougent très peu. Donc forcément, c'est en lien avec l'obésité. Plus le poids va augmenter, plus on va augmenter les risques de diabète de type 2. D'accord ? Et si on ne change pas sa manière de vivre, une fois qu'on l'a développé, on l'a développé. Donc tout ce qui sera régime alimentaire sera forcément plus strict lorsqu'on développe un diabète de type 2. Je crois que je l'ai dit au moins 3 fois ça. J'espère que vous avez compris. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur les facteurs. De toute manière, si on a pu voir tout ça, c'est parce qu'on a plein d'études épidémiologiques qui sont faites sur les diabètes. C'est quand même une maladie qui touche beaucoup de monde sur Terre, notamment le diabète de type 2 dans les pays développés. CF, tout ce que je vous ai dit avant sur la bouffe, McDo, tout ça, quoi, par exemple. Et du coup, effectivement, lié à l'activité physique. Est-ce que on peut espérer avoir un traitement des diabètes ? La réponse est oui. Pour les diabètes de type 1, bon ben vous vous doutez bien, je joue le rôle de mon pancréas. Je n'ai plus de cellules bêta pour produire de l'insuline, je dois donc jouer le rôle de mes cellules bêta et m'insérer de l'insuline de manière régulière quand mon pic glycémique est trop élevé. C'est-à-dire, généralement, après chaque repas, vérifier ma glycémie, ajuster la quantité d'insuline que je dois injecter et injecter et injecter l'insuline. Plus on avance, plus on a des techniques, des pompes à insuline, c'est-à-dire qu'avant ça devait être très rébarbatif, je pique le doigt, je détermine ma glycémie sanguine, puis en fonction de la glycémie sanguine, j'ajuste la piqûre. Aujourd'hui, il est possible d'avoir... Nonobstant, arrête de jouer avec ça. Aujourd'hui, il est possible d'avoir des pompes à insuline qui vont directement réguler la quantité de glycémie, qui vont directement réguler la quantité de glucose dans le sang et agir du coup en conséquence. Pour le diabète de type 2, bon, il y en a qui peuvent avoir besoin d'insuline. Je vous l'ai dit, il y a une petite partie des gens de diabète de type 2 où l'insuline, elle est juste de moins en moins produite, ça fonctionne plus. Du coup, on va leur donner de l'insuline. Ils vont eux aussi réagir comme les personnes atteintes du diabète de type 1. Pour les autres, le plus souvent, c'est des médicaments qui vont essayer de booster l'insuline qui existe encore à l'intérieur de leur corps, d'accord ? Et des médicaments qui vont limiter
l'absorption du glucose intestinal, c'est-à-dire que quand le glucose est dans l'intestin, qu'il y reste, qu'il s'en aille, d'accord, et qu'il ne passe pas à l'intérieur du sang pour être stocké. On est sur des recherches, par exemple pour les types 1, on est sur des recherches d'essayer de greffer des îlots de Langerhans. Voilà, il y a plein de recherches qui sont en cours pour essayer, même pour le type 2, hein, pour tout diabète insulinodépendant, essayer de recréer un pancréas, quitte à foutre un bout de pancréas de quelqu'un d'autre à l'individu atteint, notamment des îlots de Langerhans. Je pourrais par exemple cultiver des îlots de Langerhans et les réinsérer en greffe à l'individu atteint de diabète. Voilà. Et bien sûr, pour le diabète de type 2, régime alimentaire strict, on va limiter le glucose. En plus de prendre des médicaments qui vont empêcher le glucose de passer dans le sang, on va limiter notre ingestion, on va limiter l'ingestion de glucose. L'obésité. Il faut absolument travailler sur l'obésité. Il faut perdre du poids. Il va donc falloir faire de l'exercice physique, contrôler complètement son alimentation. Globalement, tout va être lié au poids qu'il va falloir perdre pour réatteindre un cycle normal au niveau du corps. Perspective pour l'avenir, des pompes à insuline beaucoup plus performantes, ça ce serait vraiment le truc, et commercialisé pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde puisse avoir des îlots de Langerhans, les greffes comme je vous l'ai dit, d'accord. Et les deux gros inconvénients de n'importe quel traitement, de toute façon, c'est que la personne qui est atteinte de diabète insulinodépendant doit être absolument très régulée et doit prendre conscience de sa maladie pour pouvoir agir en conséquence à chaque moment. Et le fait que ton traitement dure toute ta vie. À partir du moment où tu as développé un diabète, il ne va pas disparaître, d'accord. Donc c'est une discipline que doivent prendre les personnes atteintes de diabète. Voilà. Les cours de spé sont donc officiellement complètement terminés. Nous allons passer juste maintenant à des exercices qui nous permettront donc de se préparer au bac de cette année. Voilà. Bon, je vous dis à demain pour le tronc commun. Bisous.